Bienvenue sur le podcast du site media24.fr, le média indépendant d'information sur l'économie, l'environnement et les sciences. Je suis votre journaliste et animateur. Et je suis l'invité du jour, spécialiste des sciences, ici pour explorer le sujet avec vous. Aujourd'hui, on se penche sur une histoire assez incroyable, celle du Seawise Giant. C'était le plus grand navire jamais construit par l'homme. Ah oui, une structure mobile absolument gigantesque. Oui, qui pulvérisait les records de taille, de poids. Faut imaginer un bâtiment flottant plus long que la Tour Eiffel si on l'a couché. C'est une image très parlante en effet. Et les chiffres donnent le vertige, plus de 458 mètres de long. 458 mètres. Oui, et quasi 69 de large. Il pouvait embarquer, tenez-vous bien, l'équivalent de près de 4 millions de barils de pétrole. 4 millions. Soit 564 650 tonnes. C'était une véritable prouesse d'ingénierie, bien sûr, mais une prouesse qui portait déjà en elle, disons, les germes de sa propre complexité. D'accord. Et revenons un peu sur sa naissance, qui a été mouvementée, je crois. Tout à fait. Commandé au Japon au début des années 70 par un armateur grec, le projet, qui s'appelait Opama à l'origine, Opama, oui. eh bien, il a failli ne jamais voir le jour, la faute à la crise pétrolière. Ah, la crise pétrolière de 73. Exactement. Du coup, l'acheteur initial, il jette l'éponge. Le navire est presque terminé, mais bon. Et alors, que devient-il? Il est finalement cédé en 1979 à un magnat de Hong Kong, Tung Chao Yong, Ah oui. pour une somme qui aujourd'hui équivaudrait à environ 142 millions d'euros. Et là, il devient le Seawise Giant. Seawise Giant. Et, chose assez folle, on décide même de le rallonger en 1980. Attendez, il était déjà le plus grand, et on le rallonge encore. Mais pourquoi? C'est une excellente question. On peut imaginer une volonté de maximiser encore la capacité. Mais cette taille hors norme, elle est très vite devenue un inconvénient majeur, un vrai boulet en fait. Comment ça? Il était tout simplement trop grand pour emprunter les canaux de Suez ou de Panama. Ah oui, quand Et même. son tirant d'eau, sa profondeur sous la ligne de flottaison, lui interdisait l'accès à la plupart des grands ports mondiaux. Donc on a un super pétrolier géant, conçu pour transporter d'énormes quantités de pétrole, Oui. mais qui ne peut pas vraiment aller là où il faut, ni pour charger, ni pour décharger facilement. C'est un sacré paradoxe. C'est exactement ça. On voit bien là la tension entre l'ambition technique pure et puis la réalité opérationnelle, économique. Donc, qu'est-ce qu'il faisait concrètement? Le résultat, c'est qu'il a passé une bonne partie de son temps à l'ancre. Il servait de station de stockage flottante. Une sorte d'entrepôt géant sur l'eau. Voilà. Notamment au large des côtes iraniennes. Une fonction, bien moins prestigieuse que celle qu'on imaginait au départ, forcément. Au large d'Iran, Mm. et c'est là que ça tourne mal, c'est ça? Oui, En pleine guerre Iran-Irak. oui, tout à fait. En mai 1988, il est près du détroit d'Ormuz, une zone très sensible, et il est pris pour cible par l'aviation irakienne. Bombardé. Bombardé. Les bombes provoquent un incendie absolument dévastateur. Le navire est tellement endommagé qu'il est déclaré perte totale. Perte totale, fin d'histoire donc. On aurait pu le croire. On se dit, voilà, c'est fini pour ce géant malchanceux. Mais non. Ah, Coup de théâtre en 1991, des investisseurs norvégiens rachètent l'épave. elle est pas... Ouais. Mais elle était perte totale, hein. Oui, mais ils décident de la réparer. Ils entreprennent des réparations colossales. On parle de remplacer des milliers de tonnes d'acier endommagées. C'est qu'un chantier presque aussi fou que la construction initiale, en fait, hein. Incroyable. Et il est remis à flot. Exactement. Il est remis à flot sous le nom de Happy Giant, Ouais. joli nom pour une renaissance. Mhm. Happy Giant, oui. Puis il est rebaptisé Yare Viking un peu plus tard. Et il reprend du service pour transporter du pétrole brut. Il redevient un pétrolier actif, contre toute attente. Mais j'imagine que les problèmes logistiques, eux, ils étaient toujours là. Sa taille n'avait pas changé. Non, bien sûr que non. Chaque escale restait un casse-tête. Sa carrière de transporteur reprend, oui, mais sans doute jamais vraiment à la hauteur de son potentiel théorique, à cause de ses contraintes. Et ça dure longtemps, cette seconde vie? Jusqu'en 2004. Et là, retour à la case départ, si on peut dire, il est de nouveau converti en unité de stockage flottante. Une FSO, comme on dit. Encore? Oui, cette fois au large du Qatar. Et il change encore de nom. Noc Nevis. D'accord. Donc Opama, Seawise Giant, Happy Giant, Ger Viking, Nook Nevis.
5 noms pour une vie bien remplie. C'est ça, une vie longue et tumultueuse. Et finalement, après plus de 30 ans de service sous ses différentes formes, Mhm. vient la fin définitive, j'imagine. C'est ça. En 2009, il prend la mer une dernière fois, direction Alang, en Inde. Alang, le grand cimetière des navires. Exactement, l'un des plus grands chantiers de démantèlement au monde. Il y sera démantelé pièce par pièce. Une fin très pragmatique pour un navire qui a quand même incarné la démesure. C'est vrai que quand on regarde tout son parcours, on voit bien cette espèce d'époque d'hypertrophie industrielle où l'on cherchait à repousser les limites techniques, peut-être parfois un peu au détriment de la rentabilité ou même de l'utilité pratique, quoi. Il reste un symbole fort, oui, un symbole de cette ambition humaine, de ce que l'ingénierie est capable de faire, mais aussi peut-être de ses excès possibles. Trop grand pour naviguer où il voulait. Bombardé, réparé, renommé plusieurs fois, sa légende finalement elle s'est plus construite sur son histoire rocambolesque que sur son efficacité commerciale réelle. En résumé donc, le Seawise Giant, ce titan des mers aux dimensions records, a eu une existence vraiment marquée par les difficultés, les contraintes de sa propre taille. Une quasi-destruction, par fait de guerre, une renaissance totalement inespérée. Avant son démantèlement final, c'est une véritable odyssée. Oui, il incarne vraiment cette fascination humaine pour le gigantisme, mais aussi ses limites. C'est un géant qui a, je pense, plus marqué les esprits que les océans eux-mêmes, et aujourd'hui il n'en reste matériellement rien, si ce n'est son histoire. Ce qui nous laisse peut-être avec cette question en suspens. Cette quête du toujours plus grand, où s'arrêtera-t-elle et à quel prix? Merci pour votre écoute et retrouvez plus d'actualités sur media24.fr.